Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler actualité automobile, puisqu'on va déjà parler de deux grands constructeurs qui sont en train de reculer main dans la main sur le tout électrique et qui n'y croient plus. On parlera également de Porsche qui accuse l'électrique d'être la cause principale de ses mauvais résultats et de ses baisses de vente. On parlera ensuite de Abarth qui, après avoir constaté l'intérêt du public concernant le retour du moteur thermique sur la Fiat 500, considère maintenant l'idée de remettre un moteur thermique sur ses voitures sportives Abarth. Et pour terminer, on parlera d'un sujet peut-être un petit peu plus politique, puisque notre grand seigneur à tous Emmanuel Macron a retourné sa veste et veut maintenant moins de normes européennes pour relancer l'industrie automobile française. Ce sera les gros sujets de la vidéo du jour, j'espère évidemment qu'elle vous intéressera. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer en laissant bien sûr un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, et bien sûr aussi en laissant un petit commentaire pour le référencement, mais aussi pour donner votre avis sur l'actu du jour. Je vous le disais, on va parler de pas mal de constructeurs qui tous au même moment reculent sur la voiture 100% électrique. On va déjà parler de Ford qui annonce un tournant significatif de sa stratégie en matière de véhicules électriques. Ford revoit ses ambitions et ses investissements à la baisse et permet d'ailleurs, c'est l'info dans l'info, à Nissan par la même occasion d'utiliser une partie de son usine de batterie emblématique qui est située aux États-Unis dans le Kentucky. Comme l'a rapporté Christopher Hortz, journaliste chez le Wall Street Journal, Ford avait misé gros sur les véhicules électriques en 2021, seulement il y a 4 ans, annonçant la construction de 2 nouvelles usines de batterie dans le Kentucky dans le cadre d'un investissement plus large de 7 milliards de dollars. Ces usines étaient réalisées en partenariat avec le fabricant coréen de batteries SK. Toutefois, la réalité est loin des attentes. L'une des usines du Kentucky reste inutilisée et seule une partie de l'autre produit actuellement des batteries pour Ford. Ce développement contraste fortement avec l'annonce audacieuse faite par Ford en 2021. À l'époque, Ford affirmait avec fierté vouloir mener la transition des États-Unis vers les véhicules électriques, grâce notamment à un investissement de 11,4 milliards de dollars destiné à créer près de 11 000 emplois liés de près ou de loin à la voiture électrique. Le plan initial prévoyait la construction de 3 usines de batterie Blue Oval ayant une capacité combinée de 129 gigawattheures de production de batterie par an. Désormais, la réalité financière oblige Ford à revoir ses ambitions. Ford a perdu 5 milliards de dollars dans sa division de voitures électriques en 2024 et prévoit une perte équivalente cette année. Ce recul de Ford sur l'électrique n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd puisque Nissan, qui est gravement en galère après avoir enregistré 4,5 milliards de dollars de pertes, va profiter de ce nouvel accord avec Ford qui va lui permettre de réduire rapidement son exposition aux droits de douane sur les véhicules et pièces importées en produisant directement des véhicules électriques sur place aux États-Unis. On rappelle que déjà l'année dernière, en 2024, Ford avait annoncé un ajustement concernant sa stratégie en matière de véhicules électriques, mais face à un marché électrique qui s'essouffle, toujours d'après le Wall Street Journal, les ventes de voitures électriques ont reculé de 5% en avril malgré de bons résultats pour le reste du marché automobile. Mais Ford n'est pas les seuls à annoncer un rétropédalage, puisque Honda aussi vient de récemment annoncer un changement stratégique majeur dans sa transition vers l'électrification, face elle aussi à un ralentissement de la demande mondiale pour les véhicules électriques. Je vois déjà venir les pro-VE qui vont dire que les ventes de voitures électriques augmentent. Si tous les constructeurs automobiles du monde disent en même temps qu'il y a un ralentissement de la demande, même les marques qui vendent que des voitures électriques, c'est qu'il y a quand même un souci. Face donc à un ralentissement de la demande et à des incertitudes réglementaires, le constructeur japonais a décidé de réduire son investissement prévu dans les voitures électriques de 30%, passant de 69 milliards de dollars à 48 milliards de dollars d'ici l'exercice 2031. Cette décision s'accompagne d'une révision à la baisse des objectifs de vente de véhicules électriques. Honda n'anticipe plus que 20% de ses ventes totales en 2030 proviendront des véhicules électriques contre 30% initialement prévus. En parallèle, l'entreprise prévoit de lancer 13 nouveaux modèles d'hybrides, puisque l'hybride c'est ça que veulent acheter les gens. Ces modèles arriveront d'ici 2027 et Honda espère donc vendre entre 2,2 et 2,3 millions de véhicules hybrides par an d'ici 2030. Ce réajustement stratégique est également influencé par des facteurs externes, notamment l'impact des tarifs douaniers américains, qui ont contribué à une baisse de 24,5% du bénéfice annuel de Honda. De plus, Honda a suspendu pour 2 ans son projet d'investissement de 10,7 milliards de dollars destiné à établir une chaîne d'approvisionnement en véhicules électriques, notamment au Canada. Malgré ces ajustements, Honda réaffirme son engagement à long terme envers l'électrification. Son objectif de vendre uniquement des voitures électriques est repoussé à 2040, ce qui semble déjà un peu plus raisonnable, même si les experts disent qu'en réalité 2050 est une date vraiment plus crédible. Toujours un peu sur le même sujet, en réalité, on va parler de Abarth qui, malgré sa tentative de devenir une marque 100% électrique, envisage maintenant un retour aux motorisations thermiques. Olivier François, PDG de Fiat et Abarth, a récemment évoqué cette possibilité lors de la présentation de la Fiat Grande Panda hybride, soulignant que le sujet était à l'étude, bien que rien ne soit encore décidé. Alors pourquoi ce revirement? Parce que tout simplement les modèles électriques d'Abarth, tels que la 500e, n'ont pas, je cite, rencontré le succès escompté. Bon, en français réel, ça veut dire que c'est un flop. C'est pas étonnant, leur réception
est mitigée, notamment en raison de l'absence du caractère sonore et dynamique des versions thermiques. Forcément, c'est un gros problème pour une marque comme Abarth, le passage au tout électrique, puisque ce qui a fait son succès, c'est la légèreté et aussi le fait de proposer des petits moteurs bruyants, marrants à conduire. Donc forcément, en électrique, vous enlevez ces deux points forts, donc une marque comme celle-ci n'a plus raison d'exister. Pour l'instant, la réintroduction du moteur 1,4 litre turbo, qui avait été assez emblématique sur les anciennes Abarth, semble improbable, notamment en raison des normes environnementales strictes, mais surtout dû à l'incompatibilité avec les plateformes actuelles des Fiat 500 et 600, qui normalement devaient être 100% électriques. Une option envisagée serait l'utilisation du moteur 1,2 litre turbo essence de Stellantis, c'est le magnifique et flamboyant 1 litre de PureTech. Ce moteur pourrait être adapté pour une utilisation routière, potentiellement avec une hybridation légère ou rechargeable pour répondre aux exigences européennes en matière d'émissions. Ce possible retour au thermique marque un changement notable par rapport à la position intérieure d'Abarth, qui avait annoncé en novembre 2024, donc il n'y a pas si longtemps, il y a 6 mois, son engagement exclusif envers l'électrique, abandonnant les motorisations thermiques et hybrides. Cette réévaluation stratégique reflète les défis rencontrés sur le marché et l'importance de préserver l'identité sportive de la marque. Après, très honnêtement, quand même, la question se pose de qu'est-ce que va pouvoir devenir Abarth dans les mois et les années qui arrivent, parce que Abarth en électrique ça marche pas, mais Abarth avec un PureTech ça va pas marcher non plus. On arrive quand même à se demander si ce serait pas mieux tout simplement d'abandonner pour que Stellantis se recentre sur ce qu'elle sait le mieux faire, c'est-à-dire distribuer des dividendes. On va ensuite parler de Porsche qui autrefois était un emblème de la rentabilité dans l'automobile de luxe avec des marges annuelles à 2 chiffres. Eh bien la marque traverse actuellement une période difficile en raison de sa stratégie ambitieuse d'électrification. On rappelle que l'objectif de la marque était de produire 80% de voitures électriques d'ici 2030. Porsche est maintenant dans une situation bien complexe. Chute des ventes, tension commerciale, objectifs ratés en matière d'électrification et un marché chinois devenu subitement hostile à la marque. Selon Porsche, le cœur du problème est clair, je cite, l'électrification. Alors pas l'électrification dans sa globalité, mais surtout la manière dont elle a été abordée chez Porsche. Porsche a voulu se démarquer des autres et se donner des objectifs quasiment inatteignables. Alors, attendre 80% d'électrique en 2030, sur un marché qui est aussi peu porteur que celui du luxe électrique, c'était très risqué. Porsche a beaucoup investi et surtout très vite dans le tout électrique et elle se rend compte maintenant qu'elle doit faire machine arrière, sauf qu'avec l'inertie des différents investissements et projets déjà en cours concernant l'électrification des gammes, Porsche perd du temps jour après jour. D'après Fabio Holscher, analyste chez Warburg Research, qui résume la situation pour le magazine Automotive News, je cite, l'adoption des véhicules électriques est en retard, ce qui force Porsche à développer de nouveaux modèles thermiques en urgence, tout en gérant le retard coûteux du passage au tout électrique, la faiblesse du marché chinois et l'incertitude autour des exportations américaines. En d'autres termes, Porsche a misé sur l'électrique, n'a pas assez livré et doit désormais corriger le tir sur tous les fronts. On rappelle qu'en février, 1900 postes ont été supprimés en Allemagne, officiellement à cause, je cite, du retard dans la montée en puissance de l'électromobilité. Et c'est que le début parce que Porsche vient de publier une nouvelle révision à la baisse de l'objectif de chiffre d'affaires 2025 amputé de 2 milliards d'euros avec 8000 emplois supplémentaires potentiellement menacés. Alors ça, on en reparlera quand ce sera un peu plus sûr. Ce qui est sûr, c'est que les retards se sont accumulés du côté des véhicules électriques de chez Porsche. On en a déjà parlé plein de fois, mais la Porsche Boxster et Cayman électrique sont coincés dans ce qu'on appelle le development hell, l'enfer du développement, où on sait bien qu'on est en train de travailler sur un miteux, mais qu'on doit absolument le sortir et qu'on cherche à le faire sortir par tous les moyens possibles. C'est pareil pour le projet K qui au final sortirait même pas en électrique mais en thermique. En interne, la réorganisation a commencé. Michael Steiner, ancien responsable du développement du groupe Volkswagen, a été nommé vice-président du directeur de Porsche. En février, il y a quelques semaines, les départements finances et ventes ont été remaniés. Reste à voir si ces ajustements suffiront, car l'ancienne recette qui était des sportives iconiques financées par des SUV qui se vendent en masse, sur lesquels beaucoup de marge étaient réalisées, ne suffit plus ou ne fonctionne plus. En interne, certains estiment que le vrai problème de Porsche, c'est son entêtement. Holscher affirme par exemple que cette situation aurait pu être évitée si la marque avait opté pour une approche plus souple à l'image de BMW, qui, au lieu de miser sur le tout électrique, a misé sur les hybrides rechargeables et des plateformes partagées pour s'adapter vite aux évolutions du marché. Alors pour l'instant, Porsche peut toujours s'appuyer sur une image de marque forte, ça reste un atout, mais même le prestige s'émousse quand les concessions sont vides et que la concurrence propose mieux pour moins cher, en tout cas sur le marché de la voiture électrique. Aujourd'hui, Porsche est donc coincé entre deux mondes, trop lent pour suivre l'innovation électrique chinoise, et de l'autre côté, trop engagé dans la transition pour revenir confortablement au thermique. On va pour terminer parler de notre seigneur et maître à tous Emmanuel Macron, qui lors d'un discours discret prononcé en marge du sommet Choose France, a critiqué la sur-réglementation de l'industrie automobile en Europe. Alors là, vraiment, on est sur un hôpital qui se fout de la charité niveau 1000, parce qu'on rappelle que l'un des gouvernements les plus accrochés à l'Union européenne, à ses normes et à la Commission, c'est quand même le gouvernement français. Il estime maintenant que les normes ont nui à la compétitivité des constructeurs européens, en particulier français, sans déconner. Alors évidemment, il y a tout un contexte, puisqu'on rappelle qu'il y a quelques jours à peine, c'était le directeur de Renault et le directeur de Peugeot et Citroën qui réclamaient un assouplissement des normes pour les petites voitures afin d'en réduire les coûts. Alors c'est pareil, Emmanuel Macron critique aussi plus largement la tendance européenne à imposer des contraintes réglementaires strictes tout en ouvrant le marché à des concurrents comme la Chine aux standards plus souples. De qui
se moque-t-on, sans déconner. Il appelle donc à un rééquilibrage rapide pour ne pas perdre en compétitivité. Bon, soyons clairs, c'est déjà perdu. Je vais pas être défaitiste, mais les Chinois sont en train de prendre le marché de l'automobile comme ils ont pris le marché du panneau solaire. Alors évidemment, cette critique est paradoxale puisque les normes actuelles comme la directive CS3D, le devoir de vigilance des entreprises sur toute leur chaîne de valeur et leur impact environnemental, sont en partie issues de textes français dont certains ont été portés par le camp présidentiel lui-même. Enfin, sur le plan politique, Emmanuel Macron rejoint la position du nouveau chancelier allemand, et c'est là qu'on comprend pourquoi c'est comme ça. Également critique vis-à-vis de l'excès de normes européennes, notamment dans le secteur industriel. Alors je vous résume tout ce qui est en train de se passer. Ça fait quelques années que l'Allemagne s'est rendu compte qu'elle était en train de crever, notamment à cause des normes de l'Union européenne et à cause de la transition énergétique et environnementale vers le renouvelable et tout ce qui va avec. Sauf que l'Union européenne a été construite pour favoriser l'Allemagne, et maintenant que la crise est vraiment grave en Allemagne et que le nouveau chancelier, qui est pourtant un pro-européiste, essaye de négocier à son avantage, la France et son gouvernement essayent de relancer le fameux couple franco-allemand en suivant les positions exprimées par le gouvernement allemand pour essayer de retisser un petit peu des liens, même si ça va subitement et bizarrement à l'encontre de tout ce qui a été voté et demandé par le gouvernement français depuis 10 ans. Donc on verra quel impact ça a réellement de toute façon sur les normes européennes et sur le secteur automobile. Affaire à suivre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant bien sûr pour les prochaines vidéos et en laissant un petit commentaire. On se retrouve demain pour le dernier point actu de la semaine. À demain, ciao.